Salut et bienvenue dans Môme, le podcast qui parle du désir ou du non-désir d'enfant. C'est parti. Elle Maman, devient quoi alors? Elle est quoi alors à ce moment-là dans le... Elle est une machine à faire des enfants? Eh bien, j'aurais jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez. Les a maintenant, hein. Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et 2 enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? On met des enfants au monde puis on les élève pas, alors je trouve que c'est pas bien. Et quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler. Ça, je sais pas. Pourquoi vous poussez un soupir? Je m'appelle Laura et une fois par mois, j'irai à la rencontre d'un être humain pour lui poser la question « Et toi, t'en veux des mômes ?» Pour ce 3e épisode, cette fois, j'ai invité un homme qui, j'espère, va un peu aider à libérer la parole, Sébastien. Cet homme, c'est un couteau suisse, un cerveau créatif en ébullition. Son truc, c'est de créer des trucs. Web designer, en pleine création d'une pièce de théâtre, il gère aussi son projet photographique The Headphone Project et ses 2 podcasts J'aime pas ma voix et C'est une pote. Sébastien est célibataire, sans enfant, et l'année prochaine, il va avoir 40 ans. Avant de lancer l'épisode, je tiens à préciser que le sujet de ce podcast, comme le précédent d'ailleurs, est assez sensible et peut être difficile pour certains auditeurs ou auditrices. Bonne écoute! Je sais même pas si je commence par dire bonjour Sébastien. Bonjour. Je vais te laisser monologuer sur ton enfance, ta relation avec tes parents, tes amours. Ok. J'y vais. Je t'en prie. D'accord. Alors, au commencement, non, je suis né donc, dans les années 80, en France métropolitaine, de 2 parents antillais, mais mes parents n'ont jamais été vraiment ensemble. J'ai un grand frère qui n'a pas le même père que moi. J'ai vécu avec ma mère seulement et pas avec mon père. Mon père n'a jamais vécu avec nous, non pas parce qu'il ne s'aimait pas, mais parce que je l'ai appris bien plus tard. Ils avaient une liaison extramaritale, on pourra dire. Je pense qu'on dit comme ça. Ma mère était parfaitement au courant pour mon père. Mon père, c'est toujours un truc compliqué de dire mon père parce qu'en fait, c'est mon père génétique et tout, mais il ne m'a pas élevé et je ne lui en veux pas par rapport à ça. J'ai été très bien élevé par ma mère jusqu'à mes 14 ans où elle est décédée et c'est mon frère qui a pris le relais. Mon frère a 14 ans de plus que moi du coup. J'ai toujours eu un rapport assez compliqué avec mon père dans le sens où quand j'étais plus petit, même si mon père ne vivait pas avec nous, il était assez présent. Il n'habitait pas très loin de là où je vivais. Je le voyais assez souvent quand j'étais très petit. Donc il venait me chercher à l'école en maternelle. Et le temps aidant, je l'ai vu de moins en moins, jusqu'à un moment où je ne l'ai plus vu parce qu'il est parti vivre aux Antilles. Et la première coupure plus ou moins nette qu'il y a eu, c'est au décès de ma mère, quand il n'est pas venu à l'enterrement, parce que il ne pouvait pas venir, parce qu'il n'avait personne pour garder ses chiens en Martinique. Bien plus tard, en essayant de reprendre contact avec lui vers mes 21 ans à peu près, je pense, je lui ai envoyé un mail pour ne serait-ce savoir en fait compte quelle était la nature de la relation qu'ils avaient vraiment mes parents en fait. Et ça a toujours été très compliqué de savoir ce qu'il en était par rapport à la relation, parce qu'il est très pudique. Quand je lui pose une question, il est toujours un peu dans une forme de retrait. Aujourd'hui, on n'a plus de contact du tout, pour une raison complètement autre. Mais il y a une phrase qu'il a sortie il y a quelques années. Mon père m'appelle toujours pour mon anniversaire, généralement. Enfin, m'appelait toujours pour mon anniversaire. Et son obsession, c'était de savoir si j'avais une vie de famille, en fait. Si j'avais quelqu'un dans ma vie, et si j'avais des enfants. Et moi, je lui répondais toujours un petit peu en rigolant, parce que je savais très bien qu'il n'écoutait pas, que c'était pas à l'ordre du jour, et que ça arriverait quand ça arriverait, en fait, que c'était pas une nécessité. Et une phrase qui m'avait choqué dans une des dernières conversations qu'on avait eues, c'était, il me disait, tu sais, c'est pas important, en fait, de rester avec la femme avec qui tu seras, l'important c'est d'avoir des enfants. Et je crois qu'il ne s'est pas rendu compte de la violence de cette phrase, parce que je me suis dit, oui, enfin, toi, tu peux dire ça, sachant que tu n'as pas été très présent. Et surtout, tu ne connais rien de ma vie, en fait. Tu sais pas du tout ce que j'ai pu vivre entre-temps, et j'ai rien répondu, en fait. Je l'ai laissé dire. Ça, c'est à peu près le lien que j'ai avec essentiellement mon père. Et tu me demandais tout à l'heure par rapport à mes amours. Mes amours,
jusqu'à... Alors, je vais pas donner vraiment des dates très précises pour préserver l'intimité des personnes avec qui il s'est passé des choses. Moi, j'ai toujours eu une vision un peu romantique de l'amour, en fait. J'avais pas... pendant mon adolescence, j'avais pas ce besoin d'être absolument avec quelqu'un. J'avais vraiment ce truc de quand je serai avec une fille, je ne saurais pas dire une femme encore à cette époque-là, mais quand je serai avec une fille, ça sera vraiment une vraie histoire. Je n'avais pas ce truc de il faut sortir avec quelqu'un, même pour 2 semaines, et après tu passes à autre chose. Non, je voulais des histoires un peu sérieuses. Et je pense que on peut se dire qu'effectivement, c'est aussi dû au fait que mes parents n'aient pas été ensemble. Donc, je me suis dit, bah non, en fait, il ne faut pas que je reproduise ce schéma-là. Même si, en fait, ma mère qui m'élève toute seule n'a posé aucun problème. Ça a été très, très bien. J'ai ressenti aucun manque à ce moment-là. Vers la fin de mon adolescence et début de ma vie d'adulte, euh, j'ai rencontré une première fille avec qui on a eu une relation assez longue. Puis après, j'en ai rencontré une deuxième. Euh, dont je suis tombé fou amoureux, que j'ai longtemps catalogué entre guillemets comme la femme de ma vie en fait. Et, avec cette femme-là, on était assez jeunes encore, hein, et au bout d'un an et quelques de relation, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, mais c'était pas du tout prévu. Elle était un peu plus jeune que moi, elle était encore en train de faire ses études, et quand elle me l'a annoncé, elle s'est effondrée en me disant bah oui, je suis enceinte. Je lui ai dit que quoi qu'il arrivait, je serais là en fait, que j'allais pas partir, que quoi qu'on décide, qu'on le garde ou qu'on ne le garde pas, il n'y avait pas de souci. Et j'ai senti en fait compte tout son. Enfin, moi j'ai interprété ça un peu comme une forme de chaos dans sa vie parce que c'était pas du tout ce qu'elle avait prévu, qu'elle était encore effectivement dans ses études. Et indirectement, je pense qu'aujourd'hui je pourrais dire ça comme ça, mais pour la soulager, je lui ai dit quoi que tu fasses, si tu veux pas le garder, on le garde pas quoi. Et donc on a décidé de ne pas le garder. Tu l'as accompagné pour son avortement? Oui, je l'ai accompagné, ses parents aussi. Et ça a été une épreuve trop difficile pour nous et on a décidé de rompre à peu près 1 an après cet avortement parce qu'on n'a pas pu se relever de ça. Et la difficulté, entre guillemets, supplémentaire par rapport à cette histoire-là, c'est que en discutant après notre rupture à plusieurs reprises avec des engueulades, des pourquoi, enfin voilà, euh, on s'est rendu compte qu'en fait on s'était pas compris sur cette grossesse, je sais pas si c'est le mot, parce que elle pensait que je voulais pas le garder et moi je pensais qu'elle ne voulait pas le garder et donc du coup on s'est dit ce qu'on pensait que l'autre attendait en fait. Et, et ben, ça a été un peu encore plus compliqué après parce qu'on s'est dit que potentiellement on aurait pu garder cet enfant et tout, mais avec le recul, on sait qu'on a pris la bonne décision en fait à ce moment-là. Et voilà. Après cette première histoire, j'ai vécu d'autres longues histoires, 2, 3 je pense. Et je suis sorti avec une autre femme à un moment, ça a duré à peu près 1 an, c'était une très très belle histoire, j'étais aussi amoureux d'elle. Euh, et c'était même assez bouleversant pour moi parce que je me disais en fait que après tout ce temps, je pouvais encore être amoureux, avoir une histoire d'amour une fois, déjà c'est compliqué, en avoir plusieurs dans une vie, c'est une chance quoi. Les 6, 7 premiers mois ont été parfaits et tout, et il y a eu un élément déclencheur qui a fait qu'en fait on n'était plus en phase du tout pendant plusieurs mois après. Et on a décidé de rompre, plus rompre, comme beaucoup d'histoires en fait, des histoires qui se finissent en plusieurs fois. Du coup, on a continué à avoir des relations, elle et moi, sexuelles, on va dire, voilà. On était dans une phase de on n'est pas vraiment ensemble et tout, et on va au cinéma ensemble, et dans la file d'attente, je sentais qu'elle était pas bien, je lui disais, je sens qu'il y a un truc et tout, et elle m'annonce avant qu'on rentre dans la salle qu'elle était enceinte aussi. Elle était au courant de ma précédente histoire, et donc elle m'annonce ça, moi je lui dis, bah, on va pas voir le film, et il faut qu'on en parle. Et elle me dit non, non, on en parle après, t'inquiète pas. De toute façon, j'ai déjà pris les dispositions, on n'est plus ensemble, j'ai déjà pris les dispositions pour avorter. Quoi.
C'est dit comme ça fait vraiment comme si on n'en avait rien à faire, mais on a été voir le film. Et en tentant du film, on a vraiment discuté de la situation. Je lui ai dit que de toute façon, je l'accompagnais, qu'il était hors de question que je la laisse vivre ça toute seule, parce qu'on avait vécu cette histoire à deux, que c'était un truc qui nous concernait tous les deux. Une des choses qui m'avait peiné, pas choqué, mais peiné, c'est qu'elle me dise qu'effectivement, elle avait déjà pris les dispositions, mais qu'elle avait parlé avec quelqu'un d'autre, sa meilleure amie, avant, et qu'elle s'était mise d'accord sur effectivement le fait qu'il ne fallait pas le garder. Et ça m'avait peiné de ne pas avoir été mis au courant à ce moment-là, en fait. Je comprenais parfaitement sa décision, je la comprends toujours aujourd'hui, mais c'était juste, j'aurais aimé être la personne au courant à ce moment-là. Et que c'était pas une fois, mais 2 fois dans ma vie, en fait. À un intervalle de 10 ans et tout, et que j'avais peur, en fait, de finir, d'avoir cette image de celui qui assume pas, en fait, de celui qui couche avec ses copines sans prendre de protection, et il fait tomber enceinte, et puis elles avortent, et lui, il est tranquille, en fait. Parce que c'était pas du tout ce que je pensais, en fait, et j'avais peur de cette image-là, du mec un peu désinvolte. Et je me sentais aussi mal, à ce moment-là, de penser ça, parce que j'avais l'impression d'être égoïste et de me dire, oh là là, mon Dieu, l'image que je vais avoir, alors que c'était pas du tout ça, en fait. Donc, quelques jours plus tard, on a été dans cette clinique privée pour l'avortement. Et je pense que c'est peut-être la phrase qui m'a plus marqué après cet avortement, c'est que quand elle a pris un médicament qui a fait qu'elle a expulsé, je sais pas les termes, elle a expulsé ça, je sais pas. Et quand je dis ça n'a aucun rapport avec le fait que je ne veux pas le nommer, c'est juste que je ne veux pas dire le mauvais mot, en fait. Et il y a une infirmière qui est passée, et elle a sorti cette phrase, elle dit « Je viens constater l'objet du délit ». Et je ne sais pas du tout si c'est un terme médical ou pas, enfin voilà quoi, mais ce terme de « objet du délit », ça a été d'une violence pour moi, de jugement, de ce qui s'était passé, alors qu'elle ne savait pas du tout quelle vie on avait, enfin voilà quoi. Objet du délit, ça a été vraiment une phrase violente. On a continué encore avec cette femme à avoir une vie on est ensemble puis ensemble jusqu'au jour où on a décidé enfin on n'a même pas décidé, mais les choses ont fait qu'on n'a plus été ensemble, et maintenant on n'a plus vraiment de rapport et tout, mais en fait ça ne change rien au fait que je l'ai aimé, qu'on a vécu ça ensemble, et on le saura toujours, en fait. Il y a pas on se déteste pas par rapport à ça, en fait, et on se déteste pas non plus. Après cette histoire-là, j'ai revécu d'autres histoires amoureuses tout aussi fortes, mais aujourd'hui je suis célibataire, et la question que je me pose souvent dans ma relation amoureuse, et même dans les rencontres que je fais, c'est à quel moment, en fait, je dois annoncer qu'effectivement, il m'est arrivé ça 2 fois, en fait. Même si ça ne m'est pas arrivé à moi personnellement, et c'est toujours la question aussi. Physiquement, tu veux dire. Voilà, physiquement. C'est un peu compliqué parce que un avortement, c'est la femme qui le vit, mais je sais jamais comment en tant qu'homme on doit l'exprimer, en fait. Et quand on me demande, donc dans un début de relation, si je veux des enfants et tout, moi je dis toujours que oui, mais c'est pas une fin en soi, en fait, c'est pas une obligation. Je ne veux pas absolument des enfants, et ça veut pas dire non plus que j'en veux pas, en fait. Si ça doit arriver, ça arrivera, mais si ça n'arrive pas, c'est pas si grave. Mais en même temps, je peux pas dire oui, j'en ai voulu, mais à 2 reprises, ça s'est pas fait, en fait. Parce qu'après, t'es obligé d'expliquer l'histoire, et tu racontes pas ça à un premier date. Et puis surtout, c'est l'histoire d'un mec qui, par 2 fois, a vécu ça, en fait. Je sais le poids du jugement que ça peut donner si tu donnes pas l'information, l'explication derrière, en fait. C'est à peu près tout ce que je peux dire par rapport à mes parents et mon histoire amoureuse. Avant toute chose, il convient de distinguer dans l'avortement 2 types. L'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, et l'IMG, interruption médicale de grossesse, également appelée avortement thérapeutique. Qu'elle soit majeure ou mineure, toute femme enceinte ne souhaitant pas poursuivre une grossesse en a le droit. Ce droit est garanti par la loi
et son entrave constitue un délit puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Voilà, juste pour poser les bases. Avant l'intervention, 2 consultations médicales sont obligatoires. La première a pour but de formuler sa demande et d'être informé. Lors de la seconde, on remet son consentement par écrit et on choisit si l'on peut la méthode d'intervention. Un entretien psychosocial, facultatif pour une femme majeure mais obligatoire pour une femme mineure, est systématiquement proposé. Depuis le janvier 2016, il n'existe plus de délai de réflexion minimal entre les 2 consultations, qui était de 7 jours avant. Sauf si l'entretien psychosocial a lieu. Dans ce cas, le délai de réflexion est de 48 heures. Il existe 2 méthodes d'IVG. La première méthode est médicamenteuse. Elle peut être pratiquée jusqu'à la fin de la 5e ou 9e semaine de grossesse, en fonction du lieu où l'intervention est réalisée. Elle peut être proposée dans un établissement de santé, ou un centre de santé ou de planification autorisé, chez un médecin ou une sage-femme libérale, ou chez soi. Cette méthode consiste en la prise de 2 médicaments à intervalles de 36 à 48 heures qui vont déclencher des contractions, puis l'expulsion du contenu utérin. Cette méthode ne nécessite ni anesthésie ni intervention chirurgicale. Le taux d'efficacité est d'environ 95%. La seconde méthode est instrumentale. Elle peut être pratiquée jusqu'à la fin du délai légal par un médecin dans un établissement de santé ou un centre de santé autorisé. Cette méthode consiste à aspirer le contenu de l'utérus après dilatation du col. L'ouverture du col utérin peut être facilitée par l'administration d'un médicament. L'intervention dure une dizaine de minutes et peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale. Cette intervention se déroule rapidement et en une seule fois. Le taux d'efficacité est de 99,7%. Les tarifs de l'IVG sont réglementés et ne peuvent faire l'objet de dépassements d'honoraires. Aujourd'hui, tous les actes effectués autour d'une interruption volontaire de grossesse sont remboursés à 100% par la sécurité sociale. En France, le délai légal de l'IVG est fixé à la fin de la 12e semaine de grossesse, soit 14 semaines après le premier jour des règles, ce qu'on appelle semaine d'aménorrhée. En moyenne, il s'écoule 3 semaines entre le premier rendez-vous et l'intervention. Il est donc important, lorsque la décision est prise, d'engager les démarches rapidement. Mais du coup, que font les femmes quand elles dépassent ce délai ? Eh bien, la plupart du temps, elles vont effectuer cette interruption aux Pays-Bas ou en Angleterre où le délai légal est de 24 semaines d'aménorrhée ou en Espagne où le délai peut aller jusqu'à 22 semaines d'aménorrhée. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que plus la grossesse est avancée, plus l'IVG à l'étranger coûte cher. Ok, bon, allez, on va passer à la partie questions mais sans buzzer. Quand tu m'as écrit pour témoigner, tu m'as dit « Je ne remets absolument pas en cause le choix de mes ex-petites amies. Je comprends à 200% l'idée du My Body, My Choice. J'ai juste ces 2 cicatrices humaines quelque part. » Ma première question, ça serait « À quel point tu te sens légitime par rapport à la douleur des expériences que tu as vécues ?» Je sais jamais à quel point cette histoire nous appartient, à elle et moi, quand on l'a vécue, ou m'appartient aussi par rapport à ce que j'ai vécu, en fait. Est-ce que c'est légitime d'en parler en mon nom, en me disant, bah oui, voilà, moi j'ai vécu ça, j'ai vécu des avortements, alors que je ne l'ai peut-être pas vécu, comme tu disais, physiquement tout à l'heure. Tout ce flou par rapport au terme à utiliser, par rapport à la manière d'exprimer tout ça, fait qu'en fait je ne sais jamais comment en parler, et je me suis posé beaucoup de fois la question de est-ce que je pouvais apporter mon témoignage quelque part, et je voulais absolument pas qu'on réutilise cette histoire en disant ah ben regardez, en fait l'avortement c'est pas bien parce que ça amène ce genre de doute ou ce genre de réflexion plus tard, et peut-être que regardez, dans ma première histoire ils n'étaient pas forcément d'accord, ils auraient voulu le garder, ils l'ont pas gardé et tout. Non, aujourd'hui je suis parfaitement conscient et sûr en fait qu'on a pris la bonne décision. On l'a mal prise, mais on l'a pris la bonne quand même. Mais à chaque fois qu'on parle du droit à l'avortement, il est vu du point de vue féminin, et c'est normal en fait. C'est un combat que je comprends à 200% sur le fait que c'est les femmes qui le vivent et c'est les femmes qui l'expriment en fait. Je ne remets absolument pas ça en cause, mais du coup ça amène cette question de est-ce que c'est vraiment légitime en fait de se poser des questions soi-même en tant qu'homme en fait. On exclut souvent l'homme
de cette situation. Toute la question de savoir si, en tant qu'homme, tu as ton mot à dire par rapport à cette histoire-là. Typiquement, si tu veux le garder et si elle ne le veut pas, si elle décide de ne pas le garder, elle ne le garde pas. C'est elle qui est enceinte, c'est elle qui gère et tout. Et l'homme n'a rien à dire par rapport à ce truc-là. Je sais très bien que c'est pas ce qu'on essaie de véhiculer, mais c'est un petit peu ce que je ressens. C'est ta douleur ou tes questionnements et tout sont secondaires par rapport à cette histoire-là, parce que c'est elle qui le vit et je le sais. Mais du coup, moi, ça me met dans un truc de bah ouais, mais est-ce que ma douleur, elle est vraiment légitime en fait? Quand je dis douleur, je pèse mes mots en fait. Hein, je vis pas tous les jours avec un truc où je me réveille le matin en pleurant. Mais quand je t'ai parlé de cicatrices humaines, en fait, je sais pas du tout en fait quel terme je dois utiliser à chaque fois. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je le dis. Est-ce que tu penses que c'est un problème de vocabulaire? Il y a un vrai problème de vocabulaire, ouais, je pense. J'essaye de bien peser mes mots, et ça, c'est moi aussi, où je me dis, bah, je pense que voilà, c'est aussi une des résultantes de cette histoire avec cette première fille avec qui on ne s'est pas compris. Euh, à partir de là, enfin, ce moment-là où je me suis dit, bah, en fait, si on avait mieux communiqué, elle et moi, en fait, on serait peut-être mieux compris, et on aurait pris la décision qu'on a prise, mais d'une meilleure façon, en fait. Et depuis ce jour-là, en fait, je fais super attention aux mots qu'on utilise, en fait, parce que d'un même mot, ou d'une même expression, ou d'un manque d'expression, en fait, tu peux passer complètement à côté de quelque chose, en fait. Et je pense réellement qu'il y a des vrais manques en tant qu'homme, en tant que femme, sur plein de sujets, voilà. Mais par rapport à cette histoire d'avortement, parce que c'est le mot, il faut pas, c'est un gros mot, ben après tu sais pas comment l'exprimer du côté masculin en fait. Et je pense que c'est aussi dû au fait que chez les hommes, il y a plein de pans de la biologie, de tout, et dont on se contrefout parce que en fait, tout est extérieur à nous en fait. C'est un exemple que je prends souvent, mais c'est qu'en tant que femme, tu vas chez la gynéco assez vite, enfin assez jeune, entre guillemets, et en fait, tu connais ton corps, tu sais comment ça fonctionne, et puis en tant qu'homme, en fait, tu peux le survoler, en fait. Et toute la société t'oblige un peu à le survoler, en fait. Et donc, tu te retrouves à coup un jour où tu dis, bah tiens, il m'arrive un truc et je sais pas comment l'exprimer parce que bah, t'es passé à côté de ce truc-là, quoi. Et je pense aussi, ouais, qu'il y a vraiment aussi ce problème de se dire, ouais, mais les hommes sont tellement pas responsables en tant que personne, en fait, parfois ils le font d'eux-mêmes, hein, ils décident de ne pas être responsables, mais en même temps on les pousse à ne pas l'être, et que bah, à un moment, bah, ils se retrouvent démunis par rapport à une situation parce qu'ils n'ont jamais eu les codes et les bons mots, et donc ouais, t'en arrives à bah, pas trouver les bons termes, quoi. C'est par le corps de la femme que l'homme devient père. D'ailleurs, l'homme dit rarement avec justesse ou non: j'attends ou nous attendons un enfant. Il dira: ma femme attend un enfant, ou plus souvent: ma femme est enceinte. Aujourd'hui, est-ce que tu veux des enfants? Et quelle légitimité on a lorsqu'on est un homme et qu'on ne peut pas physiquement porter un enfant de dire je veux un enfant? Alors, est-ce que je veux des enfants? Je processe un petit peu dans ma tête pour savoir le bon terme à utiliser. J'ai envie d'avoir des enfants avec une personne avec qui je suis réellement, avec qui je sais qu'en fait on va élever ces enfants ou cet enfant à deux, et que cet enfant n'est pas le résultat de quelque chose qui me doit quelque chose en fait. Je ne veux pas avoir un enfant pour qu'il prolonge ma vie, ou me dire ah bah, je veux que ça soit le résultat de tout ce qu'il y a de meilleur en nous, enfin voilà quoi. Et j'en reviens sur ce que je disais par rapport à mon père donc au tout début, cette phrase de tu peux avoir un enfant, mais la mère c'est pas le plus important. Moi ça m'intéresse pas du tout, mais absolument pas en fait. Et tu peux pas arriver en tant qu'homme en disant bah, moi si demain je vais avoir un enfant, je mets une femme enceinte et elle se débrouille avec ça et après elle me donne mon enfant. Mon enfant n'est pas mon dû, et mon envie, c'est voilà, j'utilise bien le mot envie et non pas besoin d'enfant. Je dissocie pas de la personne avec qui je suis, même si je vais pas utiliser forcément le terme de famille, parce que l'accomplissement total d'être une famille seulement si tu as un enfant, non en fait, mais je pense que c'est le processus aussi de me dire que bah, j'ai 40 ans bientôt, fait que il y aurait pu avoir un sentiment d'urgence, mais non en fait, je me suis pas mis avec quelqu'un pour me dire ah
dans un an, notre histoire, enfin, elle est assez jeune pour avoir des enfants, ou ah ben là, c'est bien parce que financièrement et professionnellement, on est assez stable pour avoir un enfant dans 2 mois. Enfin voilà, non, ça n'a jamais été le truc. C'est bah, si ça doit arriver, ça arrivera en fait. Et c'est pour ça que c'est pas une condition sine qua non. C'est pas bah oui, je veux des enfants et toi, femme, t'as intérêt à m'en faire entre guillemets. Non. Pour toi, ça serait quoi une vie ou ta vie avec ou sans enfant? Comment tu t'imagines avec ou sans enfant? Alors je vais répondre d'abord la vie avec. Ce qui me tiendra à cœur, c'est déjà que ces enfants s'épanouissent pour ce qu'ils sont, et non pas parce que je veux qu'ils deviennent ça. Et j'essaierai, dans ces moments-là, de leur transmettre, non pas mon histoire, mais mes valeurs, en fait, d'écoute, de partage, enfin voilà. Mais voilà, avec le temps, je commence à me faire de plus en plus à l'idée de ne pas en avoir, en fait, et c'est pas grave. Si j'avais projeté à mes 30 ans de me dire à 40 ans j'aurais peut-être pas d'enfant, ça aurait été plus compliqué parce que je me serais dit bon bah j'ai 10 ans quand même, on sait pas de quoi ma vie va être faite et tout. Mais avec le voilà, là je vais avoir 40 ans bientôt. Je sais que c'est un âge où on peut encore avoir des enfants, mais c'est plus une obligation en fait. Je me dis ah bah peut-être que c'était pas ma vie en fait à vivre et c'est pas grave. Et donc aujourd'hui, je commence à déjà vivre cette vie sans enfant en fait dans ma tête. Et déjà dans les faits, je vis une vie sans enfant. Et tout ce que j'essaye de transmettre en tant que valeur, ce que je pourrais transmettre à des enfants, j'essaye de le transmettre à mon entourage en fait. Ma vie ne se résume pas à me dire que j'ai transmis quelque chose à ma progéniture en fait. Mon histoire, j'essaie de la faire vivre quoi qu'il arrive en fait. Moi, le plus important pour moi, c'est de me dire que qu'est-ce que je fais de ma vie aujourd'hui en fait. Ma vie sans enfant, je la vis déjà aujourd'hui et je pense que ça peut continuer longtemps comme ça en fait. Bon, la quatrième question, tu as un peu répondu, mais je vais quand même la poser. Pour l'homme, le désir d'enfant se situe en général autour du désir de poursuivre une lignée et de s'y inscrire à son tour comme père. On peut aussi le voir avec l'importance que l'homme accorde à la transmission de son patronyme. L'homme est davantage père par le nom. Pour toi, quelles seraient tes motivations en tant qu'homme pour avoir ou ne pas avoir des enfants? Oui, ça serait plus transmettre des valeurs. Et puis, c'est pareil. Par exemple, l'histoire du patronyme, euh, c'est une question qui me passe complètement à côté, moi. Il y a des choses dans ta vie que tu les vis de manière complètement naturelle et tu te poses pas la question jusqu'au jour où on te dit « Ah, mais en fait, c'est pas comme ça ». Typiquement, moi, mon nom de famille, c'est le nom de ma mère, en fait. Et je me suis jamais posé la question de si c'était le nom de ma mère, le nom de mon père. En fait, j'avais un nom de famille de la personne avec qui je vivais. S'ils avaient vécu ensemble, mais sans être mariés, je me serais peut-être posé la question de me dire mais pourquoi j'ai le nom de l'un et pas de l'autre et tout. Mais pendant très longtemps, en fait, mon nom de famille n'était pas quelque chose de marqué de j'ai le nom de telle ou telle lignée, en fait. Jusqu'au jour où on m'a dit ah mais c'est marrant, t'as pas le même nom de famille que ton père. Ah, mais ton père en plus est antillais. Ah, je sais très bien de quoi il en ressort. Ça veut dire qu'effectivement, bah, un stéréotype des Antillais, c'est les parents antillais qui vont à droite, à gauche, le père qui couche avec 8 femmes différentes et qui a des enfants partout. Et pendant très longtemps, en plus, moi, je me suis construit par rapport à ces stéréotypes-là, en fait. Et en déconstruisant un peu tout ça, moi, j'en arrive aujourd'hui avec ce truc de si je devais me marier, même mon nom de famille, j'en fais pas une condition sine qua non, en fait. Je me dis, si je dois prendre le nom de ma femme, je le prendrai. Si on doit faire un nom mixé, on prendra un nom mixé. On verra à ce moment-là, en fait. Il n'y a pas ce truc de se dire oui bah la femme porte l'enfant et donne le nom en fait, c'est pas forcément du donnant, il n'y a pas un truc de ah bah oui mais moi sinon je disparais dans cette histoire, c'est pas grave en fait. Non mais et je me permets encore de prendre une autre question que tu n'as pas posée, mais c'est comme les hommes qui veulent absolument avoir des garçons en fait, parce que bah, ça poursuit la lignée et tout comme ça. Moi dans ma tête, je sais pas pourquoi, hein, mais je me disais si je devais en avoir un et tout, bah, ça sera une fille peut-être. Et je me suis beaucoup plus projeté et imaginé de comment je gérerais cette histoire-là, parce que je veux pas être non plus j'ai vu tellement de pères ou d'amis hommes qui sont devenus pères à être ultra protecteurs en disant moi mon garçon il fera ce qu'il veut et ma fille je la protégerai et tout, que non moi je veux que ça soit la même chose, que ce soit une fille ou un garçon, je devrais l'élever de la même façon. Donc la question de me dire non mais j'aurai un garçon et il sera fort comme papa et qu'il a le nom de son père, oh là, ça peut passer complètement au-dessus quoi.
Après la ménopause, les femmes ne peuvent plus donner la vie. Les hommes, eux, peuvent être pères de la puberté à leur mort. Du moins en théorie. Et pas à n'importe quel prix, car on sait aujourd'hui qu'il existe aussi chez les hommes, une horloge biologique, bien que celle-ci ne soit pas aussi brutale que celle des femmes. Pour toi, est-il possible Bref, pour toi, est-ce qu'on peut être père éternellement J'ai aucun jugement de valeur à apporter aux personnes qui, après 50, 60, voire plus, ont des enfants. C'est leur histoire. Même si ça m'est arrivé une fois, et c'est une anecdote qui a forgé un petit peu aussi cette réflexion, de me dire, d'avoir demandé une fois à un ami, en allant chez lui, je vois 2 personnes, et je fais « Ah, c'est ta mère et ton grand-père ?» Et il me fait « Bah non, c'est mon père. » Parce qu'ils avaient une différence d'âge d'une bonne vingtaine d'années, ou un truc comme ça, et son père était assez vieux et tout. Et voilà, c'est juste ça, c'est de me dire, c'est pas que je veux pas imposer ça à mes enfants, parce que mes enfants, je ferai en sorte qu'ils m'aiment pour qui je suis et qui vivent dans l'adversité. Déjà, ils seront peut-être noirs ou métis, donc déjà, ils auront déjà d'autres choses à gérer. Mais du coup, l'âge de leur père, en fait, s'ils apprennent à le vivre avec, tant mieux. C'est juste moi-même, en fait, de me dire, j'ai peut-être pas envie qu'on me confonde avec le grand-père de mes enfants. Et moi, non, pour moi, c'est... Enfin non, éternellement, non, en fait, Là, comme je te disais tout à l'heure, je suis dans le processus où je me dis, j'en aurai pas, en fait. C'est pas grave, je veux pas avoir d'enfant forcément à 50 ans. J'ai pas envie d'être ce vieux papa et tout, parce que j'ai envie de transmettre aussi des choses, en fait, et d'être en capacité de les transmettre. J'ai pas envie d'être en décalage non plus total avec mes propres enfants, ce qui arrivera tout le temps, hein. Tous les parents sont en décalage, mais je pense pas que j'arrêterai un jour une date en me disant « Allez, j'ai 45 ans, j'arrête ». Je pense que comme tout, là, jusqu'à présent, il y a plein de choses où j'ai renoncé sur certaines idées de vie en me disant « Tiens, je ferai ça ». Et en fait, à aucun moment, je me suis dit « Tiens, aujourd'hui, t'as plus l'âge de ça ». Ou t'as pas l'âge de, enfin, dans l'autre sens. Je pense que ça viendra vraiment de est-ce que on est bien, elle et moi, et on y va ou on n'y va pas, en fait. Déjà, il faut déjà qu'on arrive à se construire à 2 avant de se construire à 3, 4 ou plus ou moins. Et puis voilà. Et puis la question de l'adoption, parce qu'on parle même pas de l'adoption, tu vois. Peut-être que ça viendra aussi. Peut-être qu'on n'aura peut-être pas d'enfants de manière naturelle pour des raisons X ou Y, mais peut-être qu'on adoptera, peut-être qu'on n'adoptera pas. Je sais pas. J'en sais rien du tout, en fait. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. C'est absolument pas grave. Faire une brève histoire de l'avortement, c'est hyper galère. Et je t'avoue, j'ai passé quelques jours, voire semaines, à me perdre dans les livres et les thèses. Je vais essayer de te donner un aperçu. Pendant l'Antiquité, l'exposition des enfants après naissance, en fait leur abandon, était une chose normale, pratiquée comme une sorte de politique de contrôle des naissances. Dans certains cas, non seulement les parents ont le droit de le faire, mais aussi l'État les y obligeait. À partir de ce constat-là, on conçoit difficilement que l'enfant à naître puisse jouir d'une protection pour lui-même. Même si le droit romain manifeste quelques changements par rapport aux lois grecques, il se fonde sur le même principe. L'enfant, n'étant pas encore né, on ne peut pas dire régulièrement qu'un homme existe. Il est considéré jusqu'à la naissance comme viscère de sa mère. On retrouve des traces de la pratique d'avortement dans les discours philosophiques, les textes religieux, les écrits médicaux et la littérature. Parmi ces textes, certains listent des recettes abortives, plus ou moins dangereuses et justicieuses, et d'autres réprouvent à certains degrés ces pratiques. Par exemple, dans le Papyrus Ebers, un traité pathologique médical datant d'environ 1500 avant notre ère, propose des remèdes pour délivrer un enfant qui se trouve à l'intérieur du corps d'une femme. Ces recettes sont considérées par certains comme abortives, mais par d'autres destinées à favoriser une naissance. Dans le Code d'Hammurabi, un texte juridique babylonien, daté de 1750 avant notre ère, on y trouve la présence d'articles concernant les peines pour une personne ayant fait avorter une femme enceinte dans le cas d'une agression. Et le meilleur pour la fin, Hippocrate. Il participe à des manœuvres abortives et il en liste quelques-unes dans son texte de la nature de la femme. Mais il est aussi l'auteur du serment qui porte son nom, dans lequel on retrouve la phrase « Je ne remettrai à aucune femme un pesser abortif ».
Dans tous les cas, il est rare que l'enfant soit pris en considération, car à cette époque, un seul droit prime, celui du père. Dès la naissance, l'enfant est présenté au père qui, s'il le reconnaît comme le sien et l'élève, lui confère le droit de vivre. Sinon, il sera exposé, ce qui le condamnera à l'esclavage ou à la mort. L'avortement et l'infanticide n'étaient donc pas interdits par un texte législatif, mais il est réprouvé dans la mesure où la volonté du père n'a pas été respectée. Quant à l'avortement de la femme non mariée, on ne s'en préoccupe pas vraiment, car elle possède les titres du père. Elle a le droit de détruire l'embryon, de même qu'elle a le droit d'exposer l'enfant né. Et puis en même temps que tout ça, on laisse aux philosophes le soin de débattre sur le plan moral. Aux yeux des philosophes, la représentation de l'embryon est fortement liée au phénomène de l'animation. Et là, c'est le bordel. Chez les néoplasticiens, l'accession humaine à l'être est progressive. Chez les stoïciens, l'embryon sera animé à la naissance, et chez les pythagoriciens, l'embryon est animé dès la conception. Bref, les opinions sur la nature métaphysique de l'embryon variaient beaucoup. Ce n'est qu'avec l'expansion de la religion chrétienne que l'avortement sera clairement puni, même s'il faut pas se mentir, il était déjà tout de même puni un peu avant. Bien que le Nouveau Testament n'aborde pas directement le sujet de l'avortement, certaines sources refusent l'avortement. Dans un passage du Didaché, un document du christianisme primitif, on peut lire « Tu ne tueras point, tu n'avorteras point, tu ne tueras point un nouveau-né ». Au IIIe siècle, Septime Sévère, le gars porte bien son nom, condamne l'avortement par l'exil. J'ai pu aussi lire, mais pas vérifier, que Constantin, premier empereur chrétien, imposa la peine capitale pour l'avortement. Et les communautés chrétiennes condamnent les femmes qui se prostituent, qui tuent leurs enfants, ou qui cherchent à les détruire dans leur sein, à être excommuniées jusqu'à la fin de leur vie. Autre événement en ces temps, où le moindre acte de la vie quotidienne était régi par la religion, l'édit de 1556 d'Henri II, qui condamne à la peine de mort les filles qui cachent leur grossesse et leur accouchement et qui laissent périr leur enfant sans qu'ils aient reçu le baptême. Bref, au début du Moyen-Âge, l'avortement est un crime et les sanctions concernant l'avortement ne manquent pas. Malgré tout ça, les positions ne sont pas unanimes car pendant le Moyen-Âge, les théologiciens débattent aussi de la question de l'animation. La thèse, selon laquelle l'animation de l'embryon est progressive, était la plus défendue. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'idée dominante était que l'âme humaine entrait dans le fœtus mâle autour du 40e jour et du fœtus femelle autour du 80e jour. Et là, il n'y a rien qui te choque. L'avortement n'était donc pas systématiquement assimilé à l'infanticide. On peut lire par exemple, dans le Pénitentiel de Bède, datant du 7e siècle, la mère qui tue l'enfant qu'elle porte dans son sein, avant le 40e jour, après la conception, jeûnera pendant 1 an et après le 40e jour, pendant 3 ans. Au-delà de ça, le contexte était aussi pris en compte. On ne traitait pas de la même manière l'avortement commis par nécessité, à cause d'une extrême pauvreté, et celui commis pour cacher un autre crime, l'adultère par exemple. L'avortement reste une pratique clandestine. Les femmes y ont recours au péril de leur vie, en raison des méthodes que je ne vais pas détailler ici, et des conditions d'hygiène. Au XVIIe siècle, on fait la découverte, grâce au microscope, des ovules et des spermatozoïdes, et ça va changer des choses. Ok, c'est parti pour une série de dates et de faits. En 1818, sous Napoléon, le Code civil est mis en place et l'avortement est alors défini comme un crime jugé par une cour d'assises. Quiconque provoque l'avortement d'une femme enceinte, avec ou sans son consentement, est puni de prison. En 1889, le premier centre d'information et de vente de produits anticonceptionnels est créé à Paris. En 1920, la contraception est interdite car assimilée à l'avortement et toute propagande anticonceptionnelle est interdite. Les risques, une peine de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 100 à 5000 francs d'amende. En 1935, le premier dispensaire de contrôle des naissances est ouvert à Suresnes. Tiens-toi bien, en 1942, en temps de guerre, l'avortement était déclaré crime contre l'État. Les femmes y ayant recouru ou l'ayant pratiqué seront condamnées à la peine de mort. Cette loi sera abrogée à la Libération en 1945. Marie-Louise Giraud est condamnée à mort en 1943 pour avoir pratiqué 27 avortements. Plus de 15 000 condamnations à des peines diverses seront prononcées. En 1956, Marie-Andrée Lagroix-Houelle-Hallé, une jeune médecin catholique, crée la maternité heureuse, qui deviendra en 1966 le mouvement français pour le planning familial. Entre 1956 et 1967, 11 propositions de loi seront déposées pour modifier la loi de 1920, et toutes seront repoussées.
Et en 1966, l'INED évalue à environ 250 000 le nombre d'avortements provoqués, et il serait responsable de 250 décès par an. En 1967, la loi Nevir est votée. Cette loi abroge la loi de 1920 qui interdisait toute contraception. La contraception orale est autorisée, mais elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale et toute publicité commerciale en dehors des revues médicales ou propagande antinataliste est interdite. En 1971, a lieu un événement médiatique d'importance. 343 femmes déclarent avoir avorté et réclament l'avortement libre. Le manifeste des 343 salopes est publié par le Nouvel Observateur. Aucune de ces femmes ne sera inculpée, parmi lesquelles Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Françoise Sagan et Agnès Varda. La Marche internationale des femmes pour l'abolition des lois contre l'avortement a lieu en novembre 1971. Elle rassemblera des milliers de femmes. En 1972, le procès de Marie-Claire à Bobigny va précipiter les événements. Cette jeune fille de 17 ans comparaît pour s'être fait avorter à la suite d'un viol. Elle sera acquittée. En 1973, 331 médecins font paraître un manifeste proclamant qu'ils pratiquent des avortements. Toujours à la même date, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception est créé, et on diffuse la technique de l'avortement par aspiration, la méthode Karman. Pour terminer, le 17 janvier 1975 est une date historique pour toutes les femmes de France. La loi qui dépénalise l'avortement est adoptée grâce à la ministre de la Santé de l'époque, Simone Veil. L'IVG peut être pratiquée par un médecin à la demande de la personne enceinte avant la fin de la 10e semaine de grossesse. À l'origine provisoire, elle deviendra définitive en 1975. Le droit à l'avortement, c'est l'œuvre et l'aboutissement d'un long combat mené dans les rues dès les années 70 en France. Mais comme on peut le voir aujourd'hui, le sujet reste toujours sensible et sans cesse remis en question. La lutte n'est donc pas finie, en France, mais aussi dans d'autres pays, car il est toujours totalement interdit et puni d'avorter dans environ une vingtaine de pays, et il existe un nombre important de pays où l'avortement est uniquement autorisé sous des conditions extrêmement restrictives. Du coup, le fait d'avoir des enfants pour une femme a été, et l'est toujours encore un peu, perçu comme révélateur de son identité de femme. Pour toi, est-ce que l'homme accède à la masculinité par la paternité ? Autrement dit, est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfants, ça ne fait pas de toi un vrai homme ? Moi, je sais très bien que je suis un homme en dehors du fait d'être père ou pas, en fait. Et je me sens même parfois plus homme dans ma fragilité et dans plein de choses qui ne sont pas liées à la masculinité. Je me sens beaucoup plus homme que d'être le mec viril, dur, taciturne, qui dit rien, qui bronche pas, mais qui s'occupe de sa famille et tout. Donc, moi, dans mon cas, je sais que c'est pas du tout lié. Et je suis même pas sûr que individuellement, les hommes se sentent plus hommes en étant père, en fait. Je pense qu'on leur colle peut-être cette étiquette parce qu'on leur dit, ben voilà, maintenant tu es enfin un homme. Mais je pense que on te la met déjà assez tôt, en fait, en tant qu'homme, généralement. Il y a ce truc de, t'as 18 ans, entre guillemets. T'es un homme. T'es un homme. Bon, bah maintenant t'es un homme, tu as bossé, quoi. Tu peux plus te permettre de faire ça. Enfin, de manière générale, hein, je mets toujours ça de manière générale. C'est pas du tout ça que j'affirme, moi. On va imposer, par contre, une certaine forme de paternité, t'es un père dur, en fait. Mais t'es pas plus un homme que ça, en fait. À l'inverse, je trouve que c'est horrible, je te le disais tout à l'heure, de lier la féminité à la maternité, en fait. La phrase de « tu deviens vraiment femme quand tu deviens mère », oh là là, putain, mais c'est horrible, en fait. Qu'est-ce que ça met comme pression sur n'importe qui, en fait. La femme en elle-même, déjà, se dit « putain, mais voilà, donc je suis pas une femme, donc je suis pas mère, donc je suis pas accomplie ». En tant qu'homme, ça fait de toi, en fait, il faut absolument que je fasse d'elle une femme. Je sais que j'ai des amis qui, par exemple, n'ont pas réussi à avoir d'enfants de manière naturelle et tout, parce que l'un ou l'autre ne peut pas l'avoir et tout. Est-ce que ça fait de toi moins un homme parce que tu peux pas ? Est-ce que ça fait de toi moins une femme parce que tu peux pas ? Quand c'est le couple ensemble et tout, est-ce que ça fait pas de vous des êtres humains ? Lier la paternité ou la maternité au fait d'avoir un statut d'homme ou de femme, sinon, ça devrait être complètement dissocié, en fait. Puis après, en plus, on parle de mon cas et tout, voilà, où je veux ou pas avoir des enfants, mais quand t'en veux pas, est-ce que ça y est, t'es moins un homme ou une femme ? Non, en fait, t'es autant un homme ou une femme
en ne voulant pas d'enfants ou en ne pouvant pas en avoir, quoi. Donc voilà. Tu peux me raconter un peu quel est le rapport des hommes par rapport au sujet de la paternité ou de la non-paternité, et est-ce que vous en parlez? Il faut savoir que j'ai un entourage qui doit être composé de 90 à 95% de femmes. Et dans mes amis femmes ou dans mes amis hommes qui sont parents, c'est assez particulier en fait. J'ai pas beaucoup d'exemples hommes-pères qui ne soient pas, euh, entre guillemets, renfermés par rapport à, à ce truc-là. C'est que il y a ce truc de je suis un homme et je ne parle pas. Ils vont jamais exprimer réellement leurs sentiments, que ce soit personnel ou par rapport à leur famille. Ils vont beaucoup taire les choses en fait. Et moi, c'est un truc qui me chagrine en fait, parce que je pense que pour communiquer avec sa famille, avec ses amis, en fait, compte, c'est toujours bien d'ouvrir un peu les portes, quoi. Et j'ai l'impression que tous les hommes, je fais une généralisée, mais tous les hommes de mon entourage se sont beaucoup renfermés en devenant père, en fait. Parce qu'ils se sentent responsables de plein de choses, parfois peut-être à raison, j'en sais rien, je le vis pas à leur place. Mais par exemple, tous les doutes qui sont exprimés sur la famille, il y a ce truc, par exemple, de se dire que quand je parle avec mes amies femmes, elles vont pas avoir de problème à exprimer parfois même des choses qu'on devrait interdire, de se dire bah, mes enfants m'énervent, j'en peux plus, si j'avais su, je l'aurais pas fait, ou un truc comme ça, tu vois. Et ce qui arrive à tout le monde, en fait, c'est pas grave, mais tu te sens coupable de le faire. Eh ben, je connais pas d'homme dans mon entourage qui peut exprimer aussi ses doutes. Parce que, bah non, en fait, tu les exprimes pas. Tu les vis peut-être, mais tu vas jamais avouer, en fait, compte que t'es pas forcément prêt. Et tu te retrouves avec des hommes qui parfois n'assument pas leur rôle de père et qui pensent que juste être là, par exemple, c'est déjà bien. De se dire, bah oui, bah, si je prenais pas sur moi, en fait, compte, bah, je serais déjà parti depuis un moment, mais ça prouve bien que je prends mes responsabilités en restant. Bah non, enfin, tu pourrais prendre tes responsabilités aussi en partant, je sais pas, tu vois, je pense réellement que ouais, la communication c'est important. Et donc, du coup, moi, ce rapport à cette paternité-là, et je pense que c'est pareil aussi par rapport à mon propre père, fait que je me dis, mais moi, je veux absolument pas être ça en fait. Si je dois être père, je veux pas du tout être ça. Je veux pas être le père qui est un peu absent et qui se dit, bah, juste le fait d'exister quelque part dans la planète fait que toi, t'es un père, ou d'être présent et pas parler en fait. Après, je vais faire un instant pub vite fait sur un podcast, mais il y a un podcast qui s'appelle Histoire de Daron et qui donne la parole à ces hommes en fait compte de comment ils ont vécu les choses, voilà. Mais ça reste des phénomènes assez rares en fait, de pouvoir vraiment avoir un espace d'expression. Et puis après, ça touchera toujours des personnes qui sont prêtes déjà à s'exprimer. Alors qu'en fait, moi, je pense qu'on devrait apprendre, c'est mon point de vue, hein, aux hommes à être pères en ne cachant pas ce qu'ils sont non plus. En fait, ça fait pas de toi un meilleur père parce que en fait, tu prends sur toi et que tu fermes ta gueule. En fait, je rassure mes amis hommes qui écoutent le podcast, je ne suis pas en train de dire que en fait vous êtes des mauvais pères et que et que je vous juge ou quoi que ce soit. Je dis juste, bah non, mais allez-y, exprimez certaines choses, en fait. Ça ne vous tuera pas. Ça arrangera peut-être même certaines choses pour vous, parfois, de vous sentir écouté aussi, en fait. Avec le recul que tu peux avoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment? Les choses qui se sont passées comme elles se sont passées. C'est très bizarre comme tournure de phrase, mais voilà. Je suis même pas sûr que dans le cas de mon premier avortement, je vais dire de me l'approprier, c'est toujours un truc qui est compliqué en fait pour moi. Mais oui, donc dans le cas du premier avortement qu'on a vécu ensemble, elle et moi, il y a une partie de moi qui me dit ouais, mais si on avait vraiment mieux communiqué à ce moment-là, peut-être qu'on aurait pris la même décision, mais d'une autre manière, et ça aurait été peut-être mieux. Mais je pense bizarrement que cette épreuve fait aussi qui je suis aujourd'hui. Et est-ce que j'ai envie de changer la personne que je suis aujourd'hui? Pas du tout en fait. Donc non, j'utilise ce terme de cicatrice humaine ou émotionnelle. Ça ne nie pas qu'elles sont encore là et que parfois il y a des moments de faiblesse où je veux me dire j'aurais bien aimé m'en passer en fait. J'aurais préféré que ça n'existe pas. Mais d'un autre côté, je me dis mais en fait,
Je peux pas dire, c'est un cadeau génial de la vie d'avoir vécu ces trucs-là, et oh là là, encore heureux qu'il m'est arrivé ça, parce que ça fait de moi une meilleure personne. Mais elles existent en fait. Elles existent, j'ai fait avec, c'est parfois dur, c'est parfois plus facile, mais je veux absolument pas changer mon passé, je veux pas changer mon futur en fait. Les choses sont ce qu'elles sont, et après on vit les choses comme on doit les vivre en fait. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent ? Oui, il y a un truc qui m'agace. La chose qui m'agace, c'est ce rapport un peu désinvolte qu'on peut avoir à la paternité possible des hommes, en fait. Il y a un truc un peu particulier de vouloir que les hommes soient responsables, et en même temps, on les déresponsabilise à chaque fois en disant que, oui, en fait, ils s'en foutent, et du coup, en fait, les mecs, ils l'intègrent en disant, oui, en fait, j'ai le droit de m'en foutre, et je m'en fous un petit peu aussi, quoi, tu vois. Et ouais, de penser clairement que si à presque 40 ans, t'as pas d'enfant, c'est parce que en fait, t'as pas vécu d'histoire sérieuse, que t'en as pas voulu, que tu sais que t'as volontairement fait le choix de pas avoir d'enfant pour pouvoir continuer à jouer à la console, par exemple. Non, en fait, c'est pas le cas. Je pense que faut faire gaffe à les stéréotypes de genre, en fait, se construisent aussi de cette manière-là, en fait. Je pense pas à moi tout seul pouvoir changer ça, mais je pense que ouais, si les gens pouvaient arrêter de penser de cette manière-là, et de croire que oui, un mec qui n'a pas d'enfant à tel âge, c'est parce qu'il a voulu, et que voilà. Non, faut savoir aussi poser la question et écouter les mecs pour ce qu'ils sont en fait, et non pas de se dire tous les mecs sont pareils en fait. C'est pas vrai. En tant qu'homme, faut pas aussi, ça c'est un deuxième truc que je voudrais dire, faut pas avoir peur d'exprimer vos doutes, vos inquiétudes à tout moment en fait. Moi je vous parlais tout à l'heure de est-ce qu'à un premier date tu dis à quelqu'un que t'as vécu telle ou telle chose, pas forcément, mais faut pas le cacher non plus. Si tu penses que cette personne-là est une personne à qui tu peux partager quelque chose, t'es pas obligé de le faire avec chaque personne que tu rencontres dans ta vie, mais il faut pas enfouir tout sous prétexte que parce que tu es un homme, tu dois pas le dire en fait. Donc ouais, non, les mecs, n'hésitez pas à parler en fait. Parlez, exprimez-vous, pleurez. Oui. Et enfin, dernière question, Sébastien, est-ce que tu es épanoui ? Et là, on en a pour 1h30. Non. Je vais être totalement honnête. Je pense pas, et c'est pas du tout lié à ma non-paternité et tout. Je vis continuellement avec tous les doutes que j'ai. Enfin, voilà, être épanoui et aller bien, c'est deux choses différentes pour moi. Il y a des moments où ça va aller, il y a des moments où ça va moins aller. En fait, voilà, pour moi, être épanoui, c'est une sorte d'accomplissement final, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est juste, je serai épanoui, peut-être à la fin de ma vie, ou un truc comme ça. J'ai des éclairs d'épanouissement, typiquement, quand je me dis, la personne que je suis a été utile à quelque chose d'autre. Quand quelqu'un me dit, parler avec toi, ça a déclenché telle ou telle chose, c'est un épanouissement pour moi, parce que je me dis, tout ça, toute cette vie, en fait, compte, a été utile au moins à ce truc-là, en fait. Mais je le vis à travers d'autres, et j'aimerais bien le vivre à travers moi, en fait. Et j'aimerais bien me dire, voilà, j'ai pas besoin d'avoir des preuves extérieures pour savoir que ça va bien. Est-ce que c'est grave de pas être épanoui ? J'en sais rien aujourd'hui. Tu me reposes la question demain, je vais te dire oui. Après-demain, je vais te dire non, j'en sais rien. Mais tout ça pour dire que ouais, je pense que réellement mon épanouissement et tout personnel se fera d'une manière un peu quasi finale en fait. Je pense qu'à partir de ce moment-là, je dis pas qu'à la fin de ma vie, avant de faire mon dernier souffle, je suis heureux. Je pense pas que je ferai ça, mais je pense qu'il est encore beaucoup trop tôt dans ma construction et dans ma reconstruction de personne pour dire qu'en fait que je le suis. Et c'est pas forcément volontaire. Merci. De rien. Merci beaucoup. C'est pas été trop long ? Non. Mais en fait, je regarde l'ordinateur à chaque fois pour être sûre que ça s'arrête pas. C'est Oui, juste... non, c'est juste pour savoir. Non. C'était Môme de Laura Bois, toujours réalisé par elle-même,
avec sa propre voix et ses petits moyens. Merci à Sébastien de s'être confié et d'accepter de partager son histoire avec vous. Merci au bureau des plaintes et à ceux qui me donnent de super conseils. Si ça t'a plu, tu peux soutenir le podcast en me mettant une petite note ou un commentaire sur iTunes ou Apple Podcasts. Merci beaucoup à ceux qui l'ont déjà fait. J'ai aussi mis en ligne une page Tipeee avec des contreparties assez sympas. Sinon, tu peux écouter le podcast sur la plupart des plateformes audio comme iTunes, Spotify, Deezer, YouTube et plein d'applis podcast. N'hésite pas à m'envoyer tes remarques, idées ou propositions sur Instagram @mom_podcast. J'avais prévu de ralentir un peu le rythme cet été pour m'organiser un peu, tu sais, histoire d'avoir ce fameux épisode d'avance. Mais en fait, je suis pas sûre que ça va se passer comme ça. En tout cas, je te tiens au courant de la sortie du prochain épisode sur les réseaux sociaux. Ce qui est sûr, c'est que l'aventure ne s'arrête pas, car j'ai encore beaucoup de témoignages à te faire écouter, tous aussi passionnants les uns que les autres. À bientôt! Et toi, t'en veux des mômes ?